Docteur Tisseron, déjà, peut-être que vous avez une réaction à tout ce qui a été dit, notamment sur ces dimensions-là des réseaux, de standardisation, notamment avec la mondialisation et l'impact que ça a sur les représentations et donc sur les pathologies psychiques. Et puis aussi, écran malin, écran serein, ça sonne un peu comme un mantra, on dit souvent, enfin, c'est comme ça que moi je l'ai entendu. Que nous dit la littérature aussi à ce sujet sur les études alarmantes que vous avez évoquées en préparant cette intervention sur les représentations et donc sur les conséquences psychiques? Oui, alors, pour ceux qui sont curieux, il y a eu un rapport d'Amnesty International qui est très bien fait, et vous le trouverez sur Internet, et qui incrimine notamment le réseau social TikTok dans deux directions. Tout d'abord, le fait de pousser des jeunes dépressifs à des actes, encourager la dépression en quelque sorte, pousser à la dépression, une dépression toujours plus grave des jeunes à tendance dépressive, par le défilement de vidéos toujours plus terriblement abominables. Et puis également quelque chose sur les sites pro-ANA et le risque, en effet, d'encourager des jeunes à adhérer à un groupe qui les soutient dans leurs excès. Alors ceci dit, c'est très discutable en même temps, puisque vous avez aussi une étude d'un sociologue qui s'appelle Antonio Casilli sur les sites pro-ANA, qui montre que l'effet problématique peut exister, mais qu'il peut aussi y avoir un effet positif chez des personnes qui ne se sentent écoutées nulle part dans leurs désirs difficilement acceptables par leurs parents et par la société, et qui trouvent sur ces sites la possibilité d'être écoutés, avec la possibilité que ça les conforte dans leur identité, ou avec le risque que ça les conforte dans leur désir de devenir toujours plus conforme à un modèle d'extrême maigreur. Voilà. Mais c'est important de reconnaître que les interventions chirurgicales pour les jeunes, à titre esthétique pour les jeunes, sont interdites. C'est vrai que c'est important de le savoir. C'est récent en plus. C'est récent et c'est vraiment une décision. Voilà, c'est vraiment une décision extrêmement importante. Voilà, moi j'avais prévu, c'est mon tour, j'avais prévu de parler des petits pour changer un peu. Allez-y. Voilà, j'avais prévu de parler des petits. Alors, mais je vais parler des petits, mais vous m'avez interrogé sur ce que dit Mme Bergeret, sur ce qu'a dit Michael Stora quand même, deux petites choses. Première chose, le mot addiction comportementale pour les jeux vidéo, il ne faut pas l'utiliser trop vite. La précision de l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même qu'on ne peut utiliser le mot que s'il y a une désocialisation, déscolarisation complète depuis plus d'une année, avec aucun autre objectif que de jouer aux jeux vidéo. Donc ça veut dire en pratique qu'il y a toujours des troubles mentaux associés, psychose, phobie sociale grave, etc. L'autre chose, c'est les hikikomori. Les hikikomori, c'est très lié à la société japonaise, parce qu'au Japon, si un jeune, tout d'un coup, a un coup de blues, qui ne va pas à l'école pendant 3 jours, c'est la honte, et il ne peut pas y retourner. Et donc, il y a un cercle vicieux infernal qui s'installe très vite. Des enfants qui ratent l'école une semaine, après, se voient cloîtrés par leurs parents, qui en ont honte, et il faut bien qu'ils s'occupent. Alors, il y en a qui s'occupent avec les jeux vidéo, c'est vrai. Il y en a qui s'occupent avec les réseaux sociaux. Il y en a qui s'occupent en développant un hobby. Il y en a qui s'occupent en dessinant du manga. Ils s'occupent à des tas de choses. Mais il faut casser le lien possible entre hikikomori et jeux vidéo. Le lien peut exister, mais les hikikomori ne sont pas des joueurs excessifs de jeux vidéo. Ce n'est pas parce qu'ils ont trop joué aux jeux vidéo qu'ils deviennent hikikomori. Ce n'est pas parce qu'ils sont hikikomori qu'ils jouent trop aux jeux vidéo. Voilà, donc petite parenthèse, on pourra en reparler si vous voulez. Donc sinon, moi je voulais vous parler des petits parce qu'on n'en a pas parlé encore. Et donc, dans le cadre de l'association 36912 que j'ai fondée, on intervient beaucoup dans les écoles maternelles, auprès des parents, dans des crèches. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'il en est de l'état de la recherche. C'est un peu mon objectif, c'est de vous montrer que la recherche a pas mal évolué et qu'aujourd'hui, on est moins axé sur les mêmes choses qu'il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, il y a eu des tas d'études alarmistes montrant par exemple que si un enfant passait plus de 2 heures par jour, un enfant de moins de 3 ans passait plus de 2 heures par jour devant la télé, pour chaque heure de plus,
Il y avait des troubles du langage, des troubles de la relation, des troubles de l'identification des mimiques, des troubles de la scolarisation, un défaut d'agentivité, c'est-à-dire ne pas se percevoir comme un acteur du monde, mais attendre que les choses nous arrivent. Voilà. Et puis, dans les années 2010, on s'est aperçu qu'en fait, c'était des études de causalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un événement A et des études de corrélation. Si un événement A et un événement B sont liés, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. A entraîne B, mais peut-être B entraîne A, peut-être A et B sont liés à une même cause. Et donc, des chercheurs se sont mis à dire, ben oui, c'est vrai, ces études de corrélation sont indiscutables, mais finalement, quand des parents abandonnent leur enfant 3-4 heures devant la télé, de moins de 3 ans, 3-4-5 heures devant la télé, probablement, c'est des parents qui ne se préoccupent pas beaucoup non plus de ce qu'il mange, pas beaucoup non plus de son temps de sommeil, et puis quand il va à l'école, pas beaucoup non plus de ses copains, et puis pas non plus beaucoup de ses résultats scolaires. Et donc finalement, c'est l'attitude parentale globale qui induit ce résultat catastrophique et pas spécifiquement le temps d'écran. Donc il y a eu des études, notamment deux études, une étude menée à l'université de Calgary qui a montré que quand les enfants sont seuls devant un écran, oui, il y a une baisse des performances. Mais quand un enfant est accompagné devant un écran, il y a une hausse des performances. Et puis l'étude de ELF en 2024 qui a montré que les enfants qui prennent le repas du soir avec leurs parents sans écran, eh bien, ils ont un meilleur QI parce qu'ils sont pris dans un bain d'échange. Et voilà, leurs parents peut-être parlent entre eux, mais eux, ils participent à la conversation, leurs parents s'adressent à eux. Et tout ça stimule le langage et tout ça stimule le QI. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est très important pour les pouvoirs publics, c'est dommage que madame qui a introduit ne soit pas là, c'est qu'il y a un effort énorme à faire de la part des parents, mais surtout de la part des pouvoirs publics. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que le congé parentalité, il ne dure pas bien longtemps. Alors que quand même, ce qui est très important, c'est d'accompagner les enfants le plus longtemps possible. Et personne n'est mieux placé pour accompagner les jeunes enfants que les parents. Et puis, on s'aperçoit aussi que c'est très important de développer des espaces de jeu collectifs. Et la municipalité de Paris, ça fait des années que je milite pour que la mairie de Paris ouvre les cours de récréation et les gymnases des écoles à la population sous la responsabilité des associations familiales le samedi et le dimanche. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas à Paris, mais ça se fait dans d'autres villes. Des villes où ça se fait. Donc c'est possible. La mairie de Paris résiste des 4 pieds. Bon, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas d'espace où jouer. Moi, j'habite devant une école, les enfants jouent le samedi matin au ballon dans la rue, les parents hurlent, ils rentrent chez eux. Je suis sûr que la plupart passent leur journée sur les jeux vidéo samedi et dimanche. Pas d'espace pour jouer. Et puis le soutien à la parentalité, quand même, qui n'est pas seulement un problème de municipalité, mais aussi un problème global. Hein. Soutien à la parentalité qui ne doit pas seulement viser les parents fragiles, mais tous les parents. Voilà. Donc nous sommes des parents, nous sommes aussi des électeurs. Veillons à élire les politiques qui ont ces préoccupations-là, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'essentiel des travaux sur les enfants et sur le développement précoce des enfants, qui est quand même un élément très important de leur développement ultérieur, tous ces travaux mettent l'accent sur l'accompagnement parental, avec évidemment une grande disparité sociale, des parents qui sont préoccupés de savoir tous les jours comment boucler les fins de mois, comment nourrir leurs enfants le moins cher possible, comment les habiller, comment payer les fournitures scolaires. Évidemment, tels parents sont moins attentifs à la consommation d'écran de leurs enfants. Donc également un gros impact des inégalités sociales. Et puis un impact aussi important, je terminerai par là, de ce qu'on appelle maintenant la technoférence, c'est-à-dire l'interférence d'une technologie dans une relation, sont tous les parents qui sont censés communiquer avec leur enfant tout en utilisant leur propre smartphone pour leur communication personnelle. Et donc ce problème de technoférence aujourd'hui est beaucoup incriminé dans des difficultés, des troubles psychodéveloppementaux, des difficultés relationnelles des très jeunes enfants, parce que les enfants ont toujours l'impression d'être snobés, en quelque sorte, par leurs parents. Ils ne sont pas écoutés. Il y a des échanges de paroles. Les parents font des phrases beaucoup plus courtes parce qu'ils sont occupés par leur smartphone. Ils ont des mimiques beaucoup plus pauvres parce qu'ils sont occupés par leur smartphone. Et tout ça met l'enfant dans un état de privation relationnelle, sensorielle, verbale. Donc beaucoup de travaux sur la technoférence. Donc pour résumer tout ça, vous voyez, le point de vue de la recherche a changé et du coup la focale sur laquelle il faut exercer notre action a également changé. L'importance de la technoférence, mais en tant que parent, il faut veiller à ça, faire une éducation des parents. Importance des disparités sociales, il faut absolument veiller à les réduire, sinon il y a toute une catégorie d'enfants qui va être à la marge. Et puis, importance dans toutes les familles de l'accompagnement, mais ça, encore une fois, ça relève aussi de la possibilité
pour les parents d'avoir non seulement de la disponibilité avec leur enfant, il ne faut pas finir le travail trop tard. Voilà, les mères isolées, vous savez qu'il y a aujourd'hui plus de mères célibataires en France, il y a plus de familles monoparentales que de familles biparentales, donc peut-être aménager les horaires des familles monoparentales. Donc toutes ces choses-là aujourd'hui qui doivent faire l'objet à la fois d'une attention de chacun et d'une attention des pouvoirs publics. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Vous pouvez bien sûr réagir, commenter si vous avez des éléments à rajouter. Je me tourne vers vous, Camille Racca. Vous êtes interne en médecine et fondatrice de l'association Draw Your Fight, excusez mon anglais, dessinez votre combat. Merci de nous avoir rejoints dans cette table ronde, parce qu'il manquait aussi cette parole-là. Mais peut-être qu'avant de nous présenter Draw Your Fight, vous avez une réaction à ce qui a été dit jusque-là. Oui, c'est très intéressant parce que moi, aujourd'hui, j'interviens à la fois comme personne concernée, parce que je suis jeune et j'ai été confrontée aux troubles psychiques, mais aussi comme professionnelle de santé, parce que je suis interne en médecine maintenant. Et en fait, c'est vrai que ce regard-là, ce qui change au cours du temps, on le ressent beaucoup, nous, en tant que jeunes. Mais aussi, il y a encore aujourd'hui, c'est sur quoi nous, on travaille avec Draw Your Fight, c'est la stigmatisation des troubles psychiques. Le fait d'avoir peur de parler de ce que l'on vit, par peur d'être jugé par son entourage, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, ou aussi parfois par les professionnels de santé. Et ça, c'est quelque chose qui entraîne un isolement, qui rend difficile l'accompagnement. Moi, j'y ai été confrontée, par exemple, moi c'était dans le cadre des répercussions de mes douleurs chroniques. Je suis avec des douleurs chroniques post-opératoires depuis 8 ans. Et mes douleurs étant très sévères, j'avais développé des idées suicidaires. J'en ai parlé à mon médecin de la douleur, je lui avais écrit parce que j'étais inquiète en lui disant « Oui, bon, là, ça va vraiment pas ». Et quand je lui en ai reparlé, il m'a dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai vu votre mail ». Et il est passé à autre chose. Quelle sensibilité. Il ne m'a pas orienté vers un psychiatre, il n'a pas cherché à comprendre ce qui se passait ni à évaluer. Et ça, c'est une réalité qui prête un peu à sourire comme ça quand on le vit, parce qu'en fait, on est marqué par à quel point il y a une indifférence à ça. Mais c'est parce qu'on n'est pas réellement formé à l'accompagnement quand on n'est pas psychiatre. En fait, les professionnels de santé, les premiers accueils, notamment les médecins généralistes, n'ont pas forcément de formation dédiée à ça. Donc il y a aujourd'hui quand même de grosses difficultés à faire reconnaître les troubles psychiques, particulièrement chez les jeunes. Notamment, je vais vous montrer parce que ça ne pouvait pas être projeté, nous on travaille beaucoup sur la question de l'illustration de l'invisible, des mots invisibles. Et c'est vrai que les troubles psychiques ne se voient généralement pas. Alors oui, il y a ce dont on parlait, l'isolement flagrant, etc. chez certains, mais il y a beaucoup de troubles psychiques qui ne se voient pas. Par exemple, moi je vous disais, j'ai eu des idées suicidaires à cause de mes douleurs. J'ai continué à travailler pendant ce temps-là, j'allais à l'école, j'ai passé mon bac, j'ai passé mes études de médecine, et au final, personne n'a jamais vraiment remarqué, même mes propres parents, parce qu'en fait, ça ne se voyait pas. Et cette réalité-là, beaucoup de jeunes le vivent et rencontrent cette difficulté par peur d'être jugés. Et c'est pour ça que, malgré tout, les réseaux sociaux ont aussi ça de positif, c'est qu'on retrouve un peu cette absence de jugement, cette réalité que l'on a besoin de percevoir. Et c'est pour ça que vraiment, moi aujourd'hui, je suis là surtout pour vous parler de ça, de dire que oui, beaucoup de jeunes y sont confrontés, mais il y a beaucoup de jeunes à qui on ne pense pas qu'ils y sont confrontés. Il y a beaucoup de jeunes qui font face à ça. Moi, dans ma famille, on va dire un peu notre lot. J'ai une petite sœur qui a un trouble de la personnalité borderline. Et au début, personne n'a rien compris. En fait, c'est ses amis qui ont compris parce qu'elle se confiait à eux. Parce qu'avec nous, elle était toute souriante, toute heureuse. Mais en fait, elle avait tenté de se suicider plusieurs fois, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que vraiment cette invisibilité rend compliquée la détection, et c'est que si on prend le temps d'écouter le jeune, que ce soit l'enfant ou l'adolescent, de le questionner sur ce qu'il ressent, qu'il va pouvoir s'ouvrir. Et c'est pas dès le premier coup. Et ça, c'est vrai que pour le coup, je pense qu'il est important de former à la fois à l'école, mais aussi les professionnels de santé à ça. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez la formation de premier secours en santé mentale. C'est porté par une association française. Ils ont importé ça de l'Australie. Et en fait, c'est une formation qui est ouverte à tout le monde, que ce soit aux adultes, etc. Même dans le milieu professionnel, il y en a beaucoup qui font.
Et ça permet à toute personne, grand public ou professionnel de santé, de se former à comment réagir si quelqu'un présente une détresse psychique, s'il a besoin d'aide, vers qui l'orienter. En fait, on est tous acteurs de cet accompagnement, de ce changement et de cette avancée. Et je pense que c'est vraiment très important de rappeler que justement, c'est brique par brique d'ouvrir la parole sur ça, d'encourager les jeunes, de lutter contre la stigmatisation, notamment l'image parfois très péjorative des troubles psychiques sévères comme la schizophrénie, la trouble bipolaire, même les dépressions, etc., les troubles anxieux. Il y a encore vraiment toute une stigmatisation de ça qui rend difficile la parole. Particulièrement, je vais aussi juste faire un mot là-dessus, mais quand on a une maladie physique, que ça soit par exemple un diabète de type 1, une sclérose en plaques, etc., il y a une vraie difficulté à accéder à la prise en charge des troubles psychiques parce qu'il y a encore aujourd'hui une vraie distinction entre le physique et le psychique. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de dire aux jeunes, surtout, qui sont en droit de demander cet accompagnement. Parce que beaucoup ne se sentent pas légitimes, ou ont peur, ou ne se sentent pas écoutés. Donc vraiment, c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis là aujourd'hui, pour dire qu'on peut faire la passerelle et les accompagner vers ça. Parce que malheureusement, ça ne se voit pas dans la plupart des cas. On viendra après sur l'association, mais stigmatisation, manque de formation, on en a beaucoup parlé ce matin, d'ailleurs quand on a parlé d'obésité, on est exactement dans les mêmes problématiques à ce niveau-là. Ce manque de formation, vous les deux docteurs qui n'êtes pas psy, vu que ça a été évoqué, cette différence-là, est-ce que vous constatez aussi ce manque de formation à toute cette dimension-là psychique, l'un et l'autre, puis après vous... Alors moi, non, je n'ai pas eu ce problème. Alors c'est pourquoi ? Parce que la psychiatrie, la psychanalyse m'a toujours passionnée et je suis entourée de psychanalystes et psychologues. Alors c'est peut-être un cas particulier. Mais non, et surtout au niveau du travail sur la réparation de l'image corporelle, on est toujours dedans. Donc il faut, même si on ne met pas les mots précis, le diagnostic psychiatrique précis ou psychanalytique, on est capable de se dire, il y a un souci, il faut que j'essaye de référer. Je travaille notamment avec un psychanalyste qui travaille sur l'image que les femmes se font de leur partie génitale, parce que c'est important. Et puis, donc, on essaye d'aider. Alors, c'est vrai que je comprends ce que vous dites comme exemple, parce que si on a une sclérose en plaques, on va tellement, les médecins, et c'est normal, ils vont tellement se focaliser sur vous aider par rapport à la sclérose en plaques. Et c'est vrai qu'on va mettre sur le dos de la sclérose en plaques peut-être un tas de symptômes psychiques, notamment la dépression, qui peuvent peut-être être indépendants. Mais c'est vrai que quand même, les maladies chroniques entraînent de toute façon des problèmes psychiques. Parce que c'est difficile, ce sont des traitements lourds, alors de moins en moins lourds, parce qu'on fait un progrès énorme, mais sclérose en plaques, oui, il faut assumer. Parfois, ça implique des changements de carrière. Je me rappelle d'une de mes jeunes amis, on avait le même âge. Moi, j'ai opté pour la chirurgie. Elle a été diagnostiquée très tôt, sclérose en plaques. Elle voulait être chirurgien. Elle a décidé de ne pas être chirurgien parce qu'elle ne savait pas comment sa maladie allait évoluer. Dieu merci, sa maladie a très bien évolué. Mais je comprends et en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est justement ce lien-là. En fait, il y a beaucoup de difficultés psychiques liées à la maladie en elle-même et qui nécessitent un accompagnement, en fait. On peut avoir... par exemple, moi, j'ai des douleurs sévères. Je suis suivie par un psychologue en lien avec mes douleurs parce que j'ai besoin d'un accompagnement pour faire face à mes douleurs. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est pas forcément indépendant. Souvent, c'est lié. Mais au final, cette prise en charge, elle est conjointe et ça se fait de plus en plus, comme vous dites. Et heureusement, c'est vraiment le grand bénéfice. Par exemple, moi, je me suis formée à la douleur. J'ai fait un DU douleur, la CAPA douleur, pour être médecin de la douleur. C'est un peu un comble quand on est douloureux chronique. Mais bien sûr... c'est vrai, mais bon, ça donne pas très envie quand on me voit. Mais c'est vrai qu'on apprend de plus en plus cette transversalité, mais je pense vraiment aux soins de premier recours, aux médecins généralistes et aux médecins notamment scolaires aussi, à l'université. C'est vraiment eux qui peuvent faire les dépistages et les parents l'orientation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le parcours psy qui a été mis en place, c'est quand même génial pour permettre au moins d'accéder à quelques séances de psychothérapie, même si c'est qu'un début, parce que bon, ça, 10, c'est pas beaucoup.
Mais voilà, c'est vrai que pour le coup, je parlais vraiment en tant que répercussion directe. Moi, c'est dans ce cadre-là que je l'ai vécu. Et c'est vrai que c'est important de dire que c'est OK d'avoir une maladie et que celle-ci a un retentissement important. Moi, c'est pareil, je voulais faire de la chirurgie. Enfin, j'ai vite abandonné l'idée. Hein, et j'ai fait de la génétique médicale, c'est bien plus tranquille. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Et ça, c'est vraiment important d'accompagner les gens là-dedans. Et pour compléter ta légitimité à être médecin douleur, pourquoi je me permets de tutoyer, c'est parce que ma femme est médecin douleur. Et dans son équipe, il y a quelqu'un qui est handicapé, à situation de handicap suite à un accident et qui a des douleurs chroniques. Et elle pourrait te parler de cette légitimité d'être concernée et professionnelle. On pourra en parler. Je me suis permis cette petite aparté. Adrienne Chaboch, justement, vous vouliez parler? Oui, je voulais dire un mot. Allez-y, excusez-moi. Oui, il y a toute une évolution quand même en médecine. Il y a eu une époque où on poussait beaucoup. Vous savez, à la séparation, il y avait des gens qui faisaient que le cœur, il y en a qui faisaient que les poumons, il y en a qui faisaient que l'estomac. Après, on a créé des unités qui regroupaient le thorax, voilà, la partie inférieure du corps. Mais la composante psychologique était absente. Et puis depuis quelques années, quand même, il y a toute une préoccupation autour de ce qu'on appelle l'empathie, la capacité empathique des médecins. Mais c'est quoi la capacité empathique des médecins? C'est d'essayer de comprendre ce que vit le malade. Or, pendant très longtemps, les médecins ne se sont pas préoccupés du tout de ce que vivaient les malades. Ils se sont préoccupés. Ils n'étaient pas formés, tout à fait. On nous disait que ce n'était pas forcément la peine. Exactement. On n'a pas osé s'immiscer. Exactement. Il fallait faire correspondre le symptôme somatique à un traitement et il fallait connaître les correspondances. Quand on ne les connaissait pas bien, on regardait en cachette, on disait excusez-moi, on allait voir le dictionnaire et puis on revenait, on faisait la prescription. Donc voilà, il y a tout un développement des compétences pratiques. C'est plus facile à dire qu'à faire, d'autant plus quand même qu'il y a une grosse pénurie de médecins. Donc du coup, ils doivent travailler vite. Hein, les contraintes dans les institutions sont prégnantes. Hein, ils sont obligés de faire un certain quota. Et du coup, c'est vrai que ça complique beaucoup les choses. Mais votre action de rappeler à quel point c'est important est vraiment fondamentale. Je voudrais quand même dire un mot, et là je suis désolée, mais je vais faire un peu de politique. Aujourd'hui, tous les médecins sont en grève, sauf nous évidemment, parce qu'on s'était engagé avec Madame Vanessa Rally et l'ensemble de l'organisation. Je crois qu'il faut revaloriser la médecine. Médecins généralistes, ils ont finalement obtenu, au bout de X années, une revalorisation de 7 €. C'est un scandale. Pendant 40 ans, on s'est retrouvé à 23 € la consultation. Non, mais je vous le dis, parce que quand vous appelez un plombier, le plombier vous coûte 10 fois plus cher. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut revaloriser les métiers de la médecine pour qu'on ait des gens, que les gens compétents restent en France. Moi, j'ai plein de jeunes internes qui partent et qui disent que ce pays est invivable. Donc ça me fait de la peine. Donc il faut vraiment revaloriser le métier de médecin pour qu'on ait suffisamment de médecins généralistes, de gynéco, de dermato, etc. On ne peut pas leur en vouloir de changer d'orientation et de faire des activités annexes parce qu'ils ont peu de temps. Et les médecins généralistes, effectivement, pour survivre économiquement, j'ai vraiment étudié ça, et en plus je ne suis pas médecin généraliste, hein, mais ils sont obligés de voir un certain nombre de patients par heure, et une consultation, c'est 10 minutes. Comment voulez-vous en 10 minutes? Si vous avez quelqu'un de jeune, déjà les douleurs chroniques, c'est tellement compliqué. Donc il faut vraiment essayer de comprendre, il faut regarder le scanner ou l'IRM du rachis, essayer de savoir, ça vient du dos, ça vient de la jambe, ça vient du ventre. On a des jeunes qui sont nés avec un omphalocèle, le ventre complètement ouvert, il a fallu réintégrer tous les viscères à l'intérieur, ils ont forcément des brides, des adhérences, des occlusions potentielles, et effectivement, ils ont des douleurs chroniques abdominales. Mais tout ça, il faut avoir le temps de l'analyser. Donc, quand j'ai la chance de trouver un médecin généraliste chez mes patients, je suis heureuse et on correspond. Et bien souvent, je me retrouve à faire moi le médecin généraliste parce que les gens ont perdu ce réflexe. Et c'est important. La médecine générale. Donc revaloriser le métier de médecine générale, et c'est pas avec la réforme que l'on nous promet, la loi Garot, que ça va se passer. Je suis désolée, mais je suis obligée d'en parler parce que tous les médecins sont dans la rue, ne sont pas là uniquement pour leur économie et leur métier, ils sont là aussi pour vous. Parce que si on fait une médecine où il n'y a plus de médecins compétents, ça va être une catastrophe. Et quand on voyage dans certains pays et qu'on fait de l'aide humanitaire, on se rend bien compte qu'il n'y a pas assez de médecins, pas assez de médecins formés, et que les gens sont mal soignés, ou pas soignés. Avec un système qui évolue vers la médecine à 2 niveaux, ceux qui peuvent payer le secteur 2, ceux qui ne peuvent pas, et même maintenant à 3 niveaux. Avec, le secteur 1, on ne peut pas vivre. Non. Quand on est libéral. Oui. Merci. En Adrienne. tant que justement médecin généraliste, merci. Belle transition pour mes confrères et consoeurs.
Je suis en grève, effectivement, mais en étant en grève, je suis aussi devant vous. Ce matin, j'étais avec mes patients. Tout à l'heure, je serai avec mes patients. Parce que si on veut défendre un système, il faut montrer en quoi il peut être bon. J'ai été tout à fait sensible aux propos de Madame la sénatrice tout à l'heure, car elle a indiqué à plusieurs reprises dans ses éléments de parole que nous étions à un moment charnière. Et moi, je crois qu'on est à un moment charnière. Il y a des théoriciens, justement, des cycles des civilisations qui ont dit, certains, puis ça a été débattu évidemment, mais certains ont dit qu'un temps de civilisation, c'est 75 ans. 75 ans, ça nous renvoie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On va en parler de ça, parce que Serge Tisseron a amené ce concept de technoférence, c'est-à-dire l'interférence des écrans dans les relations humaines interhumaines, et dans les relations humaines aussi de nous à notre corps, entre notre corps et notre esprit. Ce qui est très intéressant quand on regarde les enquêtes de terrain, c'est qu'on voit que les parents mettent les enfants parfois devant les écrans en disant « Mais moi, vous savez, je ne suis pas si intelligent que ça, j'ai pas accès, je n'ai pas fait des études. » Alors, les écrans, ils vont leur apporter de bonnes connaissances. On a ce préjugé peut-être du parent qui va mettre son enfant devant l'écran et pour pas s'en occuper. Mais parfois, c'est pas ça, c'est pas cette mauvaise volonté. Parfois, c'est une tentative de faire quelque chose avec un moyen auquel on a accès. Le propre de l'être humain, c'est pas forcément notre intelligence. Parce que si on dit qu'on est des êtres très évolués, moi, j'ai jamais vu un ours polaire faire fondre sa banquise et j'ai jamais vu un panda faire brûler sa forêt. Donc cette intelligence que nous avons, je la remets en question. Par contre, nous n'avons pas cessé d'inventer des objets, des choses. Et lorsque nous avons inventé de la pierre, le silex pour couper, nous avons eu deux choix, deux tranchants de la lame. Soit ça allait être pour le bien ou pour détruire. Comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, les écrans ne sont ni bons ni mauvais. Comme l'a dit Serge Tisseron, on peut en faire quelque chose de diffusion, d'utilisation rationnelle. Mais cette technoférence nous a montré au cours de nos différentes interventions que les écrans pouvaient avoir des retentissements sur notre santé. Alors, neurologiquement, oui, cognitivement, oui, émotionnellement, psychodéveloppement, absolument, mais aussi physiquement. Alors évidemment, ma consoeur, vous en avez parlé, mais aussi d'autres pathologies spécifiques qu'on commence à étudier de plus proche, comme la myopie, favorisée par la proximité des écrans, comme la perte de l'activité physique. On rêverait effectivement que les cours d'école soient ouvertes, ou comme au Canada, les écoles sont ouvertes, il n'y a pas d'enclos, et les enfants jouent dehors. Bon, ce n'est pas notre modèle, effectivement. Mais la perte de l'activité physique, qui entraîne donc une augmentation de la sédentarité, a un coût pour la société, mais là, ça c'est de la politique, qui est faramineux. Ça se chiffre en dizaines, en centaines de milliards, le coût de la sédentarité. La sédentarité, c'est de ne pas bouger. Alors ça nous pose question. Et alors, on voit effectivement apparaître des pathologies qui nous surprennent. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on les voit, ces pathologies ? La douleur chronique, Camille, c'est plus de 20 millions de Français. 20 millions. Alors, on comprend pourquoi il n'y a pas de reconnaissance, ou il faut se battre pour obtenir l'ALD, l'affection de longue durée. Parce que si on commençait à rembourser malheureusement tous les soins pour 20 millions de Français, là qu'on n'arrive pas à faire tenir notre système, il capoterait. Et c'est une réalité. Ça nous montre quoi de notre société ? Ça nous montre cette fin de cycle. Pas négativement. Attendez, resituons-nous. On a parlé du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1948, l'OMS, Madame la sénatrice, a rappelé la définition de la santé dans la déclaration fondamentale de l'OMS. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, psychique, social, qui ne se limite pas en l'absence d'infirmité ou de maladie. La barre est très très haute. Très très haute. Parce que complet bien-être, il faut y parvenir. Il y a toute une vie. Et il faut beaucoup de sagesse. Mais on peut y tendre, et c'est une belle vision. C'est très visionnaire. C'est un idéalisme. À ce jour, soit on va y aller, et c'est fantastique, soit vraiment, on s'est lamentablement planté. Parce qu'on n'y est pas. Un médecin du bien-être, moi je ne connais pas. Un médicament du bien-être, si vous me dites que c'est le Prozac, c'est antidépresseur, je vous invite à venir me consulter ou à consulter mon confrère, on va venir en parler un petit peu et puis on va en discuter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 1948, on pose cette vision de la santé qui va devenir
un idéal à atteindre. Pendant des années, on va travailler à ça. 10 ans plus tard, un grand homme politique, Debré, crée l'ordonnance en 1958 pour la création des centres hospitalo-universitaires, les CHU. Mais rendez-vous compte, à l'époque, ça n'existait pas. On va créer un lieu où va être associé le soin, la recherche du plus haut niveau et l'enseignement. Ce modèle du CHU a été un modèle qui a traversé le monde, qui a fait du système de santé français l'un des meilleurs. Et nous avons, durant cette période de développement, connu la grande ère de la pharmacologie. Il faut le contextualiser encore une fois. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le cortisol que nous sécrétons dans nos surrénales n'existait pas en synthèse. Nous l'avons découvert dans les années 50. Les premiers neuroleptiques n'existaient pas. Le premier neuroleptique, c'est un Français, Pierre Deniker. On va dire, oui, mais les neuroleptiques, vous savez, c'est camisole chimique pour les patients avec des pathologies psychiatriques, on les enferme dans la chimie. Mais attendez, il faut se rendre compte qu'à l'époque, si on n'avait pas d'autres moyens, ou très peu, pas beaucoup, pour les pathologies psychiatriques lourdes, des gens qui pouvaient être enfermés, institutionnalisés, faute de mieux et isolés. Donc ces médicaments que nous attaquons aujourd'hui ont aidé ces gens-là. Regardez les progrès de l'ère pharmacologique sur les traitements des cancers. Les chiffres sont, mais c'est faramineux, le nombre de vies qui ont été sauvées. Alors, Big Pharma, comme on l'appelle, il y a eu aussi évidemment des scandales. Le Mediator, on a discuté des vaccins du Covid, on a discuté de beaucoup de choses, mais on ne peut pas remettre en question cette ère qui a sauvé des milliers, des millions de personnes. Avec ce modèle hospitalo-centré et organe-centré. Parce qu'effectivement, comme l'a très bien institué mon confrère au début, et on a appris l'anatomie plate, ce que j'appelle plate, c'est-à-dire découpée, organe par organe. Moi, je n'ai jamais vu au cours de mon enseignement en médecine, il n'y a pas très longtemps, je ne suis pas si vieux que ça quand même, je n'ai pas vu de schéma en 3D. Je n'ai pas vu de schéma fonctionnel de l'anatomie, jamais. Contrairement aux ostéopathes, par exemple, qui ont une vision de l'anatomie qui est assez intéressante par rapport à moi. Jamais. Cette vision de l'organe sorti du corps humain a permis ces progrès. Parce qu'en allant chercher dans cette surspécialisation, on a réussi à créer des anticorps monoclonaux qui vont aller s'attaquer uniquement aux cellules cancéreuses et pas à tout l'organisme. Ce sont des progrès fantastiques. À quel prix ? Au prix qu'on ne peut pas être tout puissant. Enfin, l'être humain, il se pense parce qu'il est assez orgueilleux. Mais tandis que nous avons investi dans un modèle centré sur l'hôpital, centré sur l'organe, nous ne pouvions pas être partout. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas été investi, c'est la ville, premièrement. On en paye les pots cassés maintenant, comme vous venez de le dire, la grève d'aujourd'hui, et cette approche plus globale de la santé. Pour la ville et pour cette approche globale, quand on dit on veut envoyer de manière obligatoire ma future consoeur exercer dans une zone sous-dense, attendez, de quoi on est en train de parler ? C'est un calcul quand même qui est assez simple. C'est comme si on découvrait tout d'un coup qu'un médecin qu'on forme, c'est 15 ans. Ça a toujours été le cas, peu ou prou. Comme si on s'en rendait compte maintenant. Depuis quand les politiques, effectivement, ont créé un système en ayant des calculs en tête, en sachant combien de médecins on formait, par le numerus clausus, combien de médecins allaient sortir, c'est une soustraction, puisqu'ils prennent leur retraite, combien de médecins il reste, et de combien la population augmente. Donc forcément qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Alors, je ne suis pas là à interpréter pourquoi est-ce que ce fonctionnement a duré. Ça aurait été un mandat, 6 mois, 1 an, pourquoi pas. Mais là, ça a été 30 ans, 40 ans. 40 ans de politique démographique médicale. Ça interroge. Et là où ça va nous interroger, c'est donc que nous sommes confrontés maintenant à de nouvelles pathologies. Nouvelles, pas tellement. La douleur chronique, elle a toujours existé, sauf qu'elle n'était pas conceptualisée. L'un des pionniers de la douleur chronique, c'est John Bonica, 1950-1960, à Washington. C'était il y a 60 ans. Et il parlait déjà d'un modèle transdisciplinaire, d'un modèle pluridisciplinaire. D'autres pathologies, parlons l'endométriose. Au bas mot, 3 millions de femmes en France.
les premières constatations de la réalité tangible de l'endométriose, c'est la fin du 19e siècle. On en est loin. Combien y a-t-il d'autres pathologies que l'on pourrait citer très rapidement? Le syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out. 1 à 3 millions par an. C'est énorme. Le syndrome de fatigue chronique, entre 500 à 1 million. Pourquoi ces pathologies font relief à la surface? Parce qu'elles nous exposent à la difficulté de les prendre en charge. Notre système hospitalo-organo-centré, même s'il tend à s'ouvrir, n'est pas encore suffisamment fait pour pouvoir prendre en charge de façon efficace, coordonnée et concertée, en alliance avec le patient. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. Premier changement, la relation thérapeutique. Nous sommes passés d'une relation verticale, autoritaire, centrée sur la maladie, à une relation centrée sur le patient. Et cette relation de l'approche centrée patient, rien de nouveau. Carl Rogers, psychologue humaniste du XXe siècle, l'un des plus grands, en a parlé et a écrit moult littérature, moult textes pour l'apprendre. Le modèle de décision et de collaboration partagée, médicalement, entre le patient et le praticien, est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi la compréhension des limites de ce que peut faire la pharmacopée. Attention, limite ne veut pas dire que ça ne fait rien, mais que l'on voit que le bien-être ne va pas se traiter de cette manière-là. Traiter les pathologies et aider, dans ton cas par exemple, à soulager la douleur, ne peut que se faire aussi en projetant du sens. Et ce sens, c'est dans une approche globale de l'individu. Depuis les années 70, un autre psychiatre, Engels, parle d'une vision d'un modèle bio-psychosocial, c'est-à-dire de considérer l'individu dans son entièreté, non pas comme un morceau, mais comme un tout indissociable. Et ce qui est revenu de nos échanges, c'est qu'on ne peut absolument pas dissocier quelque chose de cet élément psychique d'un élément physique. Jusque dans notre neurologie profonde, la souffrance, la douleur est associée à nos émotions. Et l'émotion est associée à la douleur. De ce fait, nous avons des choses qui existent, des concepts qui existent. Il n'est pas utile de réinventer ce qui existe déjà. Ce qui est toujours très surprenant, c'est pourquoi nous ne l'appliquons pas. Dans notre société française, par exemple, nous reposons sur un hiatus important, un hiatus étatique, ministériel. Moi, je suis une profession de santé, comme mes confrères. Mais parmi l'assistance, s'il y a des psychologues, eh bien, ces personnes ne sont pas considérées réglementairement dans le Code de santé publique comme des professions de santé. Sachez-le. Je suis régi par le ministère de la Santé. Les psychologues ne sont pas régis par le ministère de la Santé. C'est un hiatus constitutionnel, institutionnel, qui date. Alors comment favoriser l'émergence de nouveaux modèles? Madame la sénatrice nous disait, c'est un point de bascule, il faut changer de paradigme, il faut inventer. Alors, ben oui, tout à fait. Mon confrère a proposé, Serge Tisseron a proposé, vous avez proposé, nous proposons tous. Mais surtout, arrêtons de nous en empêcher. Serge Tisseron se bat pour ouvrir juste des écoles pour que les gens jouent et on l'en empêche. Arrêtez de nous empêcher, on fera le boulot. À ma modeste et avec toute humilité, ma vision justement globale de la santé, corps, esprit, environnement, m'a amené à découvrir la médecine générale, premièrement, qui est la discipline pour laquelle c'est la spécialité, l'approche globale. Et je me suis dit, mais on ne peut pas que soigner par des moyens médicamenteux, il y a aussi des moyens non médicamenteux. Quand je parle de moyens non médicamenteux, attends, je parle déjà du sport, de la nutrition. 2 moyens, par exemple, de prévenir largement le diabète, maladie la plus fréquente dans le monde. Et pourtant, alors que c'est la maladie la plus fréquente et la plus facilement diagnosticable, vous savez quel est le coût annuel en France des complications du diabète, c'est-à-dire une maladie qu'on sait diagnostiquer, qu'on a diagnostiquée, qu'on traite les patients. Ça ne marche pas, on n'y arrive pas, il y a des complications parce que la maladie évolue, alors que le prisme va reposer quand même sur une action sur la nutrition et l'activité physique. C'est 5 à 7 milliards par an. Moi, je dirais, on va prendre juste 1 milliard de ces économies en faisant pratiquer du sport dans les écoles le week-end et de la nutrition, qu'on pourrait peut-être financer étatiquement, qu'on pourrait favoriser quelque chose d'un changement. Dans cet engagement à la fois médical, institutionnel et citoyen que j'ai pu mener, j'ai créé un projet qui est une sorte de laboratoire de pratique en ville,
qui est un centre pluridisciplinaire. Moi, je n'utilise pas le terme pluridisciplinaire, mais transdisciplinaire. Parce que le pluridisciplinaire, c'est le cumulodisciplinaire. Vous allez voir le cardiologue, puis l'ORL, puis le médecin de la douleur, et puis vous verrez le psy. Et en fait, personne ne se parle. La transdisciplinarité, c'est favoriser l'intégrativité des pratiques, l'intégrativité des métiers. Tout à l'heure, mon confrère a parlé qu'il travaillait dans son école, lui en tant que psychologue, mais avec d'autres professionnels de santé, avec des développeurs de jeux vidéo. Ça, c'est de la transdisciplinarité. Alors moi, j'essaye dans cet espace qui s'appelle le Centre Vitruve, Vitruve comme le dessin de Léonard de Vinci, d'allier le meilleur de la médecine conventionnelle aux interventions non médicamenteuses adaptées. L'hypnose, la sophrologie, la méditation, le yoga, le pilate, la nutrition, la micronutrition, et ainsi de suite. Ça fait 8 ans. 8 ans, à notre modeste échelle, nous sommes 30 praticiens, 100 000 patients vus et accompagnés, puisque nous sommes aussi médecins traitants, avec un pool de médecins généralistes qui reçoit et qui prend les patients en tant que médecins traitants, de manière à accompagner tout au long de la vie, avec un aspect préventif, un aspect d'accompagnement humain, une présence humaine, et évidemment thérapeutique à tous les niveaux. Mais simplement pour vous illustrer, quand j'ai voulu construire ce projet, bon soldat, je me suis dit, je vais être institutionnel, je vais créer une maison de santé pluriprofessionnelle, une MSP. Modèle actuel, recommandé, validé, subventionné par l'ARS. Sauf que de ce hiatus, par exemple, point très précis, de la reconnaissance des psychologues qui n'est pas présente en tant que professionnel de santé, je ne pouvais pas, dans ce projet avec une vision globale de la santé, incorporer légalement des psychologues au sein de l'établissement. Oui, c'est dingue, absolument. Le terme m'est très juste. À l'heure actuelle, c'est devenu possible sur un statut de vacataire. C'est pas très sexy pour les... Donc ça a évolué en 8 ans, mais vous ne vous rendez pas compte du nombre d'épreuves que j'ai dû traverser pour pouvoir parvenir à mettre ça en place, à esquiver justement des angulations, des injonctions paradoxales, des choses qui sont folles. J'aurais juste envie de dire à Madame la sénatrice, écoutez, laissez-nous juste un tout petit peu de marge. On ne demande même pas tellement de budget, mais on peut vous proposer des modèles qui fonctionnent. Ça fait 8 ans, on est en totale autonomie. Demain, peut-être, il y aura un centre qui s'ouvrira à Bourges, à Saint-Malo. On est en train de diffuser, de construire ça, pierre après pierre, mais surtout de ne pas être empêché. De ne pas être empêché, si vous ressentez sensible à cette approche globale de la santé, que nous montrent à l'écran les écrans, alors demain, vous serez contributif du futur de la santé. Oui, on est à un moment de bascule. C'est nous, ensemble, et en tant que citoyens, il n'y a aucun système parfait. Ce n'est pas un portrait à charge que je fais. C'est juste que là, effectivement, on a besoin de régénérer quelque chose. Et si on veut impliquer des nouvelles générations dans de nouveaux établissements, c'est certainement pas par la contrainte, malheureusement, mais plutôt en favorisant l'envie d'exercer. Et l'envie d'exercer, quand on est jeune et qu'on voit la somme de démarches administratives, la somme de charges, telle que ma consoeur l'a dit, il y a un calcul très simple, prix de la consultation, prix du loyer, prix des charges. C'est une multiplication pour connaître le nombre de patients qu'il faut voir. Moi, je vote contre la consultation speed dating. À vous de me dire si vous êtes d'accord. Merci, Adrien. Justement, ça montre les enjeux que vous allez avoir dans votre pratique médicale quand vous aurez fini vos études, et notamment cette vision globale qui est après tout le parcours qu'a développé Adrien. Juste compléter brièvement par un témoignage. C'est que cette réalité de la question de l'accompagnement des jeunes, que ça soit du collège au lycée à la vie professionnelle, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on le porte, on le parle, mais la réalité, c'est que moi, par exemple, en tant que personne handicapée, avec un bac+6 déjà, aujourd'hui, l'ARS me refuse le droit d'aménagement pour mon handicap. Ça veut dire qu'actuellement, je ne travaille plus depuis un mois environ, parce que je ne peux pas valider mes stages, parce qu'ils refusent d'adapter à mes besoins. Et pourtant, un médecin, même s'il est handicapé, même s'il est moins là, il est toujours bien d'être là et je suis autant formée que les autres. Cette réalité-là, c'est vraiment la question de l'accompagnement des jeunes au long de leur parcours, de leur société, qu'ils se soient avec des troubles psychiques, des maladies chroniques. Le fait de les entourer, de leur permettre cette insertion sociale et professionnelle, c'est l'objectif qu'on a en tant que soignants, en tant que société aussi, parce que c'est à la fois humain et aussi financier. Mais vraiment dire que
les jeunes attendent ça et qu'au final, aujourd'hui, c'est vraiment tendre la main aux nouvelles générations, aux plus jeunes, les accompagner pour que dans le futur, ils soient là aussi pour parler, que moi je sois à votre place et qu'il y ait des jeunes à ma place pour venir partager leur expérience. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut avancer. Et ces combats qu'on mène aujourd'hui, moi par l'intermédiaire de l'association de Royer Fight, mais les professionnels de santé en tout genre, c'est vraiment de dire que on va vers le positif si on s'engage pour ça tous ensemble. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Gilles Noël, on va passer un micro. Merci Vanessa. Oui, même si on s'écarte un peu du rôle pour les écrans, je voudrais vous donner quelques éléments d'information d'un maire qui pleure parce qu'il y a cette problématique d'offres et de temps médical disponible sur son territoire et qui oblige nos concitoyens, je parle des ruraux, moins de 3500 habitants, les villages, qui obligent nos concitoyens soit à renoncer, soit à se retrouver dans des situations tellement difficiles qu'ils finissent aux urgences, voire ils en meurent, parce qu'ils ne sont pas pris à temps, parce que ceci, parce que cela, que tout est organisé autour des métropoles et des villes, puisque tout le monde le sait, je suppose ici, on est mieux soigné en ville, on travaille en ville, on est mieux logé en ville, on est mieux éduqué en ville, et la culture, j'en parle même pas. Donc moi, si vous voulez, notre combat, et c'est pour ça que je suis un peu circonspect dans ce que vous dites, mais je vais tout de suite faire votre mea culpa. Nous, l'Association des maires ruraux de France, n'avons pas soutenu la proposition de loi Garot, même si les 4 articles en dehors du 1 nous paraissent intéressants, même si sur la PDSA, on peut discuter. Hein. Mais bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand vous me dites que vous avez du mal à vous installer et rentrer dans des maisons de santé, nous, on finance des bâtiments. Et quand on fait payer le prix du mètre carré HLM, c'est 4,50 €, moins le couloir, moins les toilettes, moins le hall et autres, à des professionnels de santé, j'ai du mal à comprendre. Je m'étonne un tout petit peu. D'autant que nous, au milieu rural, le professionnel de santé qui s'installe, quand on est dans une zone qu'on appelle FRR, pendant 8 ans, il ne paye pas d'impôt sur la société. 5 ans à 100% d'exonération, nanani, nanana. Donc nous, je ne sais pas, parce que j'ai entendu ce que vous disiez, oui, nous on appelle de nos voeux que pour les installations, ça se cale sur un périmètre départemental. Et nous, on est ouvert à toutes ces innovations. Par contre, c'est ce côté peut-être positif que vous avez dit et justement, par rapport à ça. Et justement, pour la question rurale, c'est très intéressant parce que nous, en tant que jeunes, on ne nous accompagne pas vers tout ça. C'est vraiment ça que je pense aujourd'hui, le mot important. C'est vraiment, on nous contraint, mais on ne nous accompagne pas. Par exemple, la médecine générale, moi, dans tout mon parcours, j'ai eu 2 mois de stage en 6 ans d'études. Moi, j'ai choisi de faire de la génétique médicale. Aujourd'hui, si on sort des grandes villes, c'est impossible d'exercer. On ne peut pas exercer à part pas en CHU. Et toutes ces contraintes sociétales qu'on a mises en place font qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est super de dire qu'on peut y arriver, que les professionnels de santé, oui, doivent aussi aller s'installer dans les campagnes, dans les milieux ruraux, c'est indispensable, notamment en santé mentale, parce que c'est quelque chose qui est encore très 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 peu présent. Franchement, moi, nos patients en génétique viennent de toute la France parce que on est un centre d'expertise. J'ai des patients que j'aimerais qu'ils voient un psychiatre, un psychologue, je n'arrive pas. Et comme on dit, on se retrouve, nous, à récupérer plein de patients de partout qui... à faire un peu les médecins généralistes parfois. On renouvelle les dossiers MDPH, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un moment où vu qu'on a trop tardé, aujourd'hui on veut contraindre tout le monde. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc c'est pour ça que je suis d'accord sur le fait qu'on a besoin de médecins, mais c'est vraiment un accompagnement depuis toujours et même avant pour les motiver. Moi j'ai parlé de la réalité locale, tu nous parles de l'université qui ne vous prépare pas ça, je suis bien d'accord. Hein. Mais moi j'ai parlé de la réalité du territoire. Mais c'est pas contradictoire parce qu'il y a certains endroits où effectivement c'est plus compliqué que d'autres. Docteur Chaboche puis docteur Bergeret. De réponse très, très succinct. La présentation du bénéfice financier, c'est-à-dire vous n'avez pas payé de charges, on va vous donner les locaux, etc. C'est pas ce que cherchent les jeunes.
Les jeunes, ils ne cherchent pas la qualité de vie chez un individu avant 35 ans n'est plus le gain d'argent. Thierry Pacaud, le grand philosophe, nous dit le luxe, c'est pas l'argent, c'est le temps. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on était en train de parler du temps. Et le temps, pour un jeune confrère qui a déjà investi minimalement 9 ans de sa vie à être itinérant du spectacle sur une zone qui peut être aussi grande que l'Île-de-France, aussi grande que des départements gigantesques, à aller d'un point à un autre, à un moment donné, cet individu, il a juste envie de se poser, de construire une vie, de se projeter. Et si on lui dit, tu vas aller là ou là ou là, là où lui ne se projette pas, ça ne fait plus sens. Et si, justement, dans les milieux ruraux, je suis tout à fait propice à ça, c'est pas par l'attrait financier, ça ne marche pas, très peu, ou alors ils prennent les aides, puis après ils partent. C'est le sens. C'est de construire des projets qui vont avoir du sens. C'est de sortir de ce cumulo-disciplinaire. C'est de se dire, nous, on a un projet de santé, mais ce projet, il s'appuie sur une raison, sur une philosophie, sur de l'humanisme. Et à partir de là, on peut travailler à développer des endroits qui vont être attrayants, auxquels les jeunes vont se dire, là, je m'y reconnais pour ma réalisation individuelle, le sens. Moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Effectivement, en France, on souffre d'une lourdeur administrative épouvantable. Je suis désolée, il y a certainement des fonctionnaires administratifs dans la salle et je serais heureuse qu'ils soient là de toute façon. Mais on voit bien, à un moment donné, on avait fait une étude, c'était il y a une dizaine d'années, on était en conflit avec le gouvernement sur la notion de l'organisation de la médecine. Et on leur a dit, mais Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est quand même l'un des plus grands pourvoyeurs d'hôpitaux publics, 800 000 soignants, 1 million d'administratifs. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, il faut quand même recentrer la médecine sur les soignants, quels qu'ils soient, y compris les aides-soignantes, les manipulateurs radio, les médecins, les biologistes, etc. Donc il n'y a pas assez de soignants. Et le budget, une partie du budget de l'État qui devrait être dévolue aux soins concrets, améliorer la santé, n'est pas. Et on a des gens qui sont dans tous les bureaux. Et effectivement, quand on fait des propositions, ils vous bloquent. Par exemple, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même pas normal. Donc, Restos du Cœur, ils ont organisé des consultations médicales gratuites. Il y a des médecins à la retraite parisiens. Alors, ça marche à Paris, je ne sais pas si ça marche ailleurs. Restos du Cœur, c'est quand même un réseau national. L'Ordre de Malte aussi, il y a des médecins. Le Secours catholique. Alors, l'Armée du Salut, non, mais c'est une organisation aussi très bien. Bref, il y a des médecins qui donnent du temps gratuitement. Alors, ça marche parce qu'ils donnent du temps gratuitement et puis les gens se déplacent. Mais par exemple, je me suis dit, quand j'ai vu tout le scandale avec la coordination agricole, à quel point les paysans se suicidaient, je me suis dit, c'est pas normal, on va donner du temps. Donc avec d'autres médecins et notamment d'autres chirurgiens plasticiens, on s'est dit, puisqu'on est bon en médecine générale, évidemment, je fais pas les soins cardio et je sais encore diagnostiquer une péricardite, mais bon, je vais pas soigner, mais au moins je peux diriger. Et on va donner des consultations gratuites. Elle m'a dit, mais attention, d'un point de vue légal, dans quoi tu te lances ? Un truc de médecine foraine. Exactement. Donc, c'est vrai que comme je suis un peu débordée avec tout ce qui se passe, j'ai pas eu le temps de creuser davantage. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, effectivement, on pourrait aider des réseaux en France où, je comprends qu'un jeune médecin ne puisse pas s'installer dans certains endroits parce qu'il n'est pas sûr qu'il aura suffisamment de patientèle aussi, même si vous avez proposé les murs, etc. Je vous donne l'exemple de Millau dans l'Aveyron. Les médecins rapidement, s'il vous plaît. Les autres, on avait un diabétologue, on n'en a plus. Pourquoi ? Parce que l'hôpital de Millau refuse la collaboration avec les privés. Alors ça ne peut pas marcher. Donc on avait réussi à trouver un endocrinologue à l'hôpital qui venait de Montpellier une fois par semaine, mais quand il venait une fois par semaine, sa consultation était totalement désorganisée. Donc effectivement, là on élargit le sujet, mais c'est la même chose évidemment pour les soins des enfants, des adolescents, et puis effectivement la prise en charge mentale, parce qu'on sait très bien qu'en France, les soins mentaux et psychologiques ont été un petit peu la dernière roue du carrosse, y compris la douleur chronique. Et donc vous imaginez, si déjà on n'arrive pas à fournir des cardiologues, des sages-femmes et aider donc les femmes qui sont en difficulté d'accouchement à Millau, je suis intéressée parce que j'ai un mari aveyronnais, j'ai essayé d'aider, mais ça n'a pas marché. Donc elles sont transférées en hélicoptère à Montpellier. Donc c'est vrai que on n'est pas rationnel, et quand les médecins ont des bonnes idées, ou les soignants, les infirmières, ils ne sont pas écoutés.
Donc ça, c'est effectivement, il y a un problème entre, c'est vrai qu'il y a dans toute institution de fonctionnaires, notamment l'ARS, créée quand même par Roselyne Bachelot, il faudrait qu'il y ait une espèce de médiateur où les idées puissent être traitées. Chaque fois qu'on propose quelque chose, c'est... Mais merci. Vous voulez réagir très, très rapidement et après il y aura une question-réponse et très rapide avant de passer à la session suivante. Merci beaucoup. On dit tellement de choses justes sur la médecine que c'est pas là-dessus que je veux dire quelque chose. Je lis le titre, les rencontres de la santé des enfants, les clés pour bien grandir. Adrien nous a rappelé la définition de la santé par l'OMS et la définition de Engel, le modèle biopsychosocial. Le modèle biopsychosocial, aujourd'hui, on l'appelle maintenant biopsychosocial et culturel. Et simplement, ce que je voudrais dire, c'est que sur ce thème, les rencontres de la santé des enfants, les clés pour bien grandir, on aurait pu se centrer sur l'éducation artistique et culturelle. Donc, on s'est centré sur la médecine, d'accord, mais il n'y a pas que la médecine. Et donc peut-être qu'il faudra un jour faire une table ronde avec d'autres personnes sur les rencontres d'enseignement, éducation artistique et culturelle. Je voulais dire que ça existe et personne n'avait prononcé le mot. Mais d'ailleurs, on en parlera un petit peu du côté plus culturel que artistique dans la dernière table ronde. On sera un petit peu moins médico-centré. Mais question rapide, réponse rapide, s'il vous plaît. Je voulais juste essayer de revenir au sujet qui était censé être les écrans. Oui, on s'est un peu éloigné, mais comme c'est des structurels sur l'évolution des bains. Mais du coup, j'ai une question. Il y a une problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les enfants sont trop devant les écrans, mais il y a aussi à l'école où en fait les écrans sont très utilisés. Et aujourd'hui, les devoirs sont donnés via des plateformes numériques. Et du coup, oblige les enfants à être sur écran. Et donc, il y a des parents, dont je fais partie, moi je suis soignante, mais je suis aussi maman, en fait, où je limite l'usage des écrans à mes enfants. Et en fait, ils sont obligés d'utiliser les écrans pour répondre aux demandes des professeurs. Et quand on dit aux professeurs que, en tant que parents, on ne souhaite pas passer par ce genre de choses, en fait, on est incompris. Et ça met des tensions, en fait, entre l'école et les parents. Et c'est une grosse problématique. Il n'y a pas que moi, évidemment, je ne parle pas que en mon nom, mais voilà, moi je ne sais plus quoi faire en fait avec les écoles et je ne sais pas comment dialoguer parce que on nous dit non, c'est comme ça et c'est pas autrement et les professeurs mettent les devoirs à 19h ou 20h le soir. Moi à 18h, il n'y a plus d'écran. C'est un sujet à soi tout seul. Alors, deux choses très rapidement. Je pensais qu'on allait parler un petit peu de ça. Oui, alors vous venez d'en parler, c'est très bien. Alors, je vous réponds rapidement deux choses. Tout d'abord, la commission nommée par Macron s'est prononcée pour une régulation sur Pronote. Pronote est une catastrophe, les enfants y vont, etc. Donc ça déjà, il y a une proposition, c'est à l'État de s'en emparer, mais beaucoup de gens sont conscients que Pronote est une catastrophe pour la santé mentale des enfants. Alors après, il y a le fait que les enfants travaillent à l'école avec des outils numériques, avec des tablettes, voire avec leur smartphone. Ça, c'est un autre problème. Et moi, je me fais l'écho de quelque chose que j'ai entendu, qui me paraît juste, c'est qu'il y a beaucoup de livres dans les familles. C'est pas pour ça qu'on ne met pas de livres dans les écoles. Il y a beaucoup d'écrans dans les familles. C'est pour ça que c'est une raison de ne pas mettre des écrans dans les écoles, parce qu'on en fait un autre usage. Alors à partir de là, c'est vrai que le principal problème, c'est la formation des enseignants à l'utilisation de ces outils numériques, parce que la plupart ne savent pas comment les utiliser, soit les utilisent pas, soit les utilisent à tort et à travers. Les enfants ont un usage perso et pas du tout scolaire. Voilà, ça c'est un gros problème, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, il n'y a pas trop d'écrans à l'école, ils sont mal utilisés. Et Pronote, ça tout le monde est d'accord, on attend une décision du gouvernement, enfin de l'éducation nationale. Juste pour conclure, madame, je comprends. Moi, je suis d'une génération, on écrivait tout, je continue à écrire beaucoup de choses. J'écris manuellement. Je ne suis pas très bonne sur l'ordinateur. Et mes filles me disent, mais maman, c'est plus comme ça. J'ai dit, oui, mais bon, moi j'ai appris comme ça, donc c'est pas grave, je vais continuer. Mais j'ai quand même été obligée de me faire violence, parce que vous le voyez bien, dans la société, vous ne pouvez plus trouver un billet d'avion ou de train, il n'y a plus d'agence de voyage. Donc si vous ne savez pas vous servir d'un ordinateur, pensez aux personnes âgées en France. Il y a tellement de gens qui sont isolés, mais il faut déclarer les impôts. Alors là, on est sur les enfants, mais ça va, c'est la continuité. Mais aussi, les personnes âgées sont aussi maltraitées pour ça. Donc c'est vrai que je comprends que l'éducation nationale ait voulu obliger à imposer l'outil informatique. Mais effectivement, il ne doit pas se substituer à la parole, il ne doit pas se substituer à l'écrit. Et effectivement, si vous dites qu'il y a des profs qui balancent les devoirs pour le lendemain à 21h, voilà, franchement, c'est excessif. Mais on le sait. Moi, j'ai une fille qui est en fac de droit et elle connaît les cours de temps en temps, 22h, parce que les gens sont très Alors, dernière question rapide, réponse rapide. Moi, je vais répondre, en fait. Ah. Moi, il y a 7 ans, j'ai donné le livre de notre chère Serge
Donc à mon école, parce que moi j'étais contre aussi les écrans, et j'ai apporté votre livre à la directrice de mon école, parce que mon fils avait 3 ans en novembre, et quand il est rentré à l'école en me disant qu'il regardait Franklin, alors qu'il avait 2 ans et demi, j'ai fait un scandale. J'ai appelé l'inspection académique en demandant qu'est-ce qui était fait pendant les récréations, quels étaient les textes de loi, et on m'a dit il y a un flou pendant les récréations. On m'a dit ah non, Seine-et-Marne, dès qu'il pleut, on les met devant la télé. Donc j'étais pas contente, et quand j'ai amené le livre, donc je vous remercie beaucoup, j'ai fait prendre conscience il y a 7 ans à la directrice de comment ça se passait, et depuis 7 ans ils n'en mettent plus d'écran dans mon école, et quand moi aussi je me suis plainte pour les devoirs, évidemment je suis partie des parents chiants, je me suis plainte pour Pronote parce que mon fils n'a pas de tablette, n'a pas de téléphone, et ben on m'a dit ah mais si vous voulez, on peut vous les donner par papier. Et donc au final, j'ai dit non, je suis pas d'accord. Donc c'est moi tous les soirs aussi qui donne via Pronote. Je suis également professeur et je suis également plein d'autres choses, mais je suis aussi amener les livres, amener les choses et montrer leur les effets des écrans. Et ça avait bien marché pour moi en tout cas. Voilà, oui, il ne faut pas sous-estimer la possibilité qu'on a en tant qu'usager d'intervenir à un niveau local. Bon, à un niveau national, on a nos élus, mais à un niveau local, si les associations de parents se mobilisent, elles peuvent faire changer les pauses méridiennes occupées avec la télévision. Ça, c'est possible, mais il faut se mobiliser en tant qu'association de parents. Merci, on va devoir passer à la saison suivante pour ne pas être pantin. Merci beaucoup à tous les 5. Désolé, je crois, des frustrations, mais c'est toujours le cas.